Bonjour à tout le monde et merci pour votre participation. On va attendre quelques minutes, le temps de permettre à ceux qui veulent nous rejoindre de nous rejoindre. Ce que vous pouvez faire d'ores et déjà, c'est peut-être vous renommer pour mettre le nom de votre structure et ou vous présenter via le chat pour nous dire un petit peu qui est là, si vous le souhaitez. Et on va démarrer d'ici 2-3 minutes. Donc, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat si vous... Oui, et ou à vous renommer pour qu'on sache un peu quelles sont les différentes structures. En tout cas, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Merci de participer à ce webinaire. Merci à ceux qui ont participé aux trois aussi. On en retrouve certains. Et comme certains ont commencé à le faire, vous pouvez vous présenter dans le chat et on va commencer d'ici 2 minutes. Bon, on va pouvoir commencer si ça vous va et les retardataires nous rejoindront. Encore merci de participer à ce troisième et dernier webinaire du projet Copalim 2, financé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et en partenariat avec Cité Unie France. Euh, donc peut-être vous dire que c'est l'occasion de vous présenter les résultats du projet et ensuite d'avoir une table ronde avec les intervenants qu'on présentera par la suite euh, sur cet objet, donc les politiques alimentaires, opportunités pour la coopération décentralisée et vice-versa. Peut-être pour démarrer un petit brise-glace, un petit sondage pour mieux savoir qui est présent et voir quelle est un peu la répartition aussi, peut-être entre acteurs plus liés à l'agriculture et à l'alimentation et les acteurs plus liés à la coopération internationale. Vous allez avoir deux sondages qui arrivent sur votre écran. Le premier, c'est à quelle zone géographique êtes-vous rattaché? Connaître un petit peu la répartition territoriale des acteurs dans un premier temps. Les intervenants peuvent aussi répondre s'ils le souhaitent, bien sûr.
Et on va vous partager les résultats juste après. Et la deuxième question, pardon, qui est directement intégrée, j'avais pas vu. Intervenez-vous principalement sur les projets alimentaires territoriaux ou sur la coopération internationale? Et donc, elle est juste en dessous. Et pour l'instant, on a 19 réponses coopération internationale et 9 côté projets alimentaires territoriaux. Après, on a d'autres types d'acteurs. Et sur la représentation des territoires, une légère surreprésentation de la Nouvelle-Aquitaine, de l'Île-de-France et la Bretagne, et quelques acteurs en Occitanie, Pays de la Loire, Normandie, PACA, à l'étranger aussi, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est. Bon. Merci beaucoup en tout cas d'avoir joué le jeu. On va peut-être vous présenter les résultats rapidement. Voilà. Et peut-être pour démarrer donc, ce webinaire, se présenter rapidement. Donc, je suis Anna Fauché, et directrice et cofondatrice avec Louison Lançon de l'association Let's Food. C'est une association loi 1901 et on accompagne les territoires dans la construction de systèmes alimentaires durables, résilients, solidaires. Et on s'appuie particulièrement sur la coopération territoriale et l'échange de bonnes pratiques à différentes échelles, donc entre territoires, mais aussi à l'échelle des États et avec une résonance internationale quand on arrive à intervenir sur les différentes scènes internationales. Donc on a trois axes d'intervention, l'accompagnement de collectivités et notamment l'accompagnement de territoires également à l'étranger dans le cadre de coopération décentralisée. Le partage d'initiatives, on a un centre de ressources qui recoupe pas mal d'initiatives venues de France et d'ailleurs sur les enjeux agricoles et alimentaires. On fait également des publications sur des analyses comparées, donc c'est également dans ce cadre-là que le livrable de ce projet sera une publication. Et on fait de la formation et du renforcement de compétences et on intervient notamment auprès des étudiants en France et à l'étranger pour intégrer les questions alimentaires et écoles dans les modules et auprès des élus locaux, donc sur toujours ces questions agriculture et alimentation durable. Quelques références à l'international, donc c'est le projet Let's Food City sur lequel on a démarré, où l'idée c'était de tester l'outil de la coopération décentralisée avec 7 villes et métropoles françaises et 7 territoires de coopération. Et ça nous a permis de conclure que finalement il y avait beaucoup de choses à échanger, peut-être beaucoup de problématiques similaires sur les territoires, que ce soit en termes d'artificialisation des sols ou d'évolution des régimes alimentaires, et que donc les territoires avaient beaucoup à gagner à échanger sur des solutions. On a également fait le projet Odyssée, où là l'idée c'était de croiser un petit peu les objectifs ODD avec ceux des PAT et voir comment les PAT participaient notamment à répondre aux ODD. Donc il y aura peut-être des partenaires qui se retrouveront parmi les participants. On a fait un premier projet Copalimain avec Terres en Ville notamment. La chaire UNESCO Alimentation du Monde est toujours soutenue par le MEAE, où l'idée c'était de donner à voir un petit peu ce qu'il était possible de faire en termes de coopération alimentaire à l'échelle internationale et d'avoir des retours d'expérience de territoires qui avançaient sur ces sujets-là. Et donc on a notamment avancé sur la coopération entre Montpellier et Fès et Grenoble et Sfax pour essayer pour essayer d'illustrer un petit peu les coopérations. Et on a fait donc des petites études de préfiguration sur ce que pourraient être des coopérations pour Lorient et Toulouse. Et enfin, par exemple, on travaille aussi avec la FAO sur des programmes de médiation entre territoires. Là, par exemple, le dernier, c'est entre Amman et Milan sur une politique de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc on est une petite équipe, on est trois permanentes et ensuite on travaille avec une consultante Émilie en ce moment et deux stagiaires Amélie et Louise et notre donc Anaëlle également qui nous a rejoint dans l'équipe permanente et un bureau, donc Florian Fouché et Nathalie Corrat qui nous accompagnent ainsi qu'un conseil d'administration. Euh, Vous pouvez retrouver les vidéos Copalim 1, elles sont sur notre chaîne YouTube et accessibles à tous. Et l'idée, donc, c'est de montrer les bénéfices, les projets mis en place et des méthodes et des outils, notamment
des informations en termes de financement à votre disposition si vous souhaitez démarrer une coopération sur la question d'alimentation. Voici aussi en libre service sur notre site, si vous voulez aller voir un petit peu ces livrets de coopération qu'on a pu faire pour Lorient Aglo et Toulouse Métropole, où l'idée, on a croisé un peu les enjeux du PAT et ceux de la coopération internationale avec tout un tas d'outils et de territoires inspirants. Donc si ça peut être un outil sur lequel que vous voulez reproduire, allez-y, n'hésitez pas. Et pour entrer dans le vif du sujet de ce webinaire, donc il y aura deux parties. C'est pas du tout celle-ci. Elle n'y est pas. C'est pas grave. C'est Ah, l'historique c'était un du petit webinar. récap, pardon. Un récap du webinaire 1, pardon. Excuse. Ah, le récap du webinaire 1, pardon, où on a fait un historique et un état des lieux avec Louison, Pascal Ajali du MEE et Gulseren Verhostaltin du CFSI. Et après, on a eu deux retours d'expérience de coopération internationale sur des questions alimentaires. Donc Charlotte Rieuf qui intervenait au titre du département des Hauts-de-Seine et sur la coopération avec Siem Reap. Et Laurence Alaguati qui présentait donc la coopération entre la ville de Paris et Nouakchott, et notamment comment les services de la ville de Paris ont été mis à contribution sur la coopération internationale. Pardon. Et le webinaire 2 qui a eu lieu donc le 27 mai dernier, c'était Louison qui a représenté un petit peu des questionnements qu'on se posait sur la coopération décentralisée et notamment sur le passage d'une vision très solidarité, aide alimentaire à celle d'une réciprocité entre territoires. Et ensuite, on a fait un atelier de travail avec les participants sur trois axes qu'on avait identifiés et que vous allez retrouver là. Donc, on avait mixé le 1 et le 4, qui était l'atelier 1, sensibiliser les élus, puis en bout de chaîne de la coopération, valoriser les résultats. L'atelier 2, financer son projet de coopération de décentralisation alimentaire. Et l'atelier 3, construire des activités réciproques. Et l'idée, c'était de tester un petit peu des outils qu'on avait identifiés pour voir avec les participants quels ce seraient les outils les plus pertinents et comment on pourrait pousser un petit peu les modalités des outils à proposer. Et donc, vous allez voir une synthèse aujourd'hui, vous faire un retour. Donc, Luison va vous faire un retour, Luison en charge de cette étude, pardon, va vous faire un retour des principaux résultats de la publication et des leviers. Et ensuite, on a une table ronde. Et merci encore aux panélistes, donc avec Jordan Barlemont du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Charlotte Rioff qui est présidente de la RICOT, Véronique Vella-Rodriguez qui représente le ministère de la Culture et de la Souveraineté alimentaire, et Florent-Yann Lardic donc pour France PAT et Terre d'Anville, qui vont échanger, ou en tout cas pour qui on a préparé quelques questions et auxquelles vous pourrez également poser des questions à la fin. Donc n'hésitez pas à les transmettre directement via le chat. Voici, et je coupe mon micro pour donner la parole à Louison. Bonjour à toutes et tous. En effet, je prends quelques minutes avant le début de cette table ronde pour vous introduire quelques résultats, premiers résultats de cette étude qui est en cours de finalisation et qui sera donc finalisée d'ici le mois de juillet et sans doute diffusée plutôt à la rentrée. Donc quelques résultats de l'étude qui visaient, comme l'indiquait Anna, à identifier pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, finalement, les projets de coopération en faveur de systèmes alimentaires durables étaient assez peu nombreux et quels pouvaient être éventuellement les leviers à mettre en place, à la fois au sein des collectivités, des services relations internationales, au sein des collectivités, plutôt des services qui traitent des sujets agricoles et alimentaires, et auprès aussi des instances plutôt nationales, quel type d'outils de financement pouvaient être mis en place ou adaptés pour faciliter la mise en place de ces projets. Donc ici, je vais vous présenter plutôt voilà, quelques recommandations, leviers qu'on a pu identifier au fil de nos recherches, de nos entretiens. Donc on a réalisé une série d'entretiens avec une grande diversité d'acteurs pour aboutir à certaines de ces conclusions. Donc on a réalisé 19 entretiens et puis une revue de littérature, et également ces éléments ont été
alimenté par les discussions qu'on a pu avoir aussi à l'occasion des ateliers qui ont eu lieu le mois dernier. On a identifié quatre types de leviers, on va dire quatre grands types de leviers à considérer, des leviers qui sont plutôt de l'ordre de la connaissance, de la sensibilisation, c'est d'informer, sensibiliser, faciliter le dialogue pour susciter un engagement politique et une appropriation par les agents et les partenaires. Donc c'est vraiment en amont même de la mise en place de ces projets-là, déjà en avoir, être sensibilisé et avoir envie, une volonté politique de monter ces projets. Ensuite, des leviers liés au financement. On fait en sorte également que bah, les financements sont là, sont adaptés, les dispositifs sont accessibles pour être en mesure de construire des projets de coopération internationale sur ces sujets de système alimentaire durable. Des leviers en lien avec la mise en œuvre, comment faire en sorte que bah, ces projets, une fois qu'ils sont lancés, aboutissent et fonctionnent enfin, soit opérationnelle tout simplement, comment lever les obstacles en fait de mise en œuvre d'opérationnalité de ces projets. Et enfin, un quatrième type de levier plutôt lié à l'évaluation, valorisation, comment est-ce que on capitalise sur ces projets-là pour euh, éventuellement les poursuivre sur le moyen long terme ou mettre en place de nouveaux projets de coopération sur ces sujets qui puissent prendre en compte les apprentissages des projets précédents et valoriser aussi tous ces apprentissages-là. Donc pour chaque catégorie, on a sélectionné quelques leviers qu'on vous présente aujourd'hui qui sont pas forcément, qui ne sont pas exhaustifs par rapport à ce qui figurera dans l'étude finale. Mais ça nous paraissait intéressant de les mettre en avant ici, notamment au vu de la table ronde qui va suivre, où on va pouvoir un peu discuter de ces éléments-là. Donc sur la première catégorie qui est plus en lien donc, avec cette connaissance, sensibilisation des sujets à la fois coopération internationale, pour les services agricoles alimentaires et vice-versa, donc plutôt connaissance des sujets internationaux pour les services en charge des sujets agricoles et alimentaires. Donc ici, bah, le premier frein, ça avait été bah, cette volonté politique plutôt limitée, qui est donc liée à ce manque de sensibilisation, manque parfois de sentiment d'illégitimité de traiter ces sujets à l'international, ou manque de compréhension des enjeux et de ses moyens d'intervention. Donc ici, un des premiers leviers, ce serait enfin, qui est ressorti de nos entretiens, voilà, bien renforcer les liens entre ces thématiques, notamment au travers d'événements qui aujourd'hui sont plutôt organisés en mode silo, même si des croisements sont faits, bien sûr, mais pourraient être d'autant plus, enfin, pourraient être plus importants, notamment sur les événements qui sont organisés autour des projets alimentaires territoriaux et des collectivités qui s'investissent énormément sur les sujets de politique liées aux politiques alimentaires sur les territoires en France. Deuxième recommandation, en effet, c'est également un peu sur la même lancée, de replacer les projets alimentaires territoriaux dans un contexte international, c'est-à-dire un contexte d'un besoin de transition à une échelle plus large que celle de la France, à cette idée que nos systèmes alimentaires sont interconnectés et on le voit au fil des crises actuelles qu'on traverse. Il y a un besoin de comprendre cette vision globale et d'avoir cette prise de recul pour comprendre que l'échange de pratiques est important pour que chaque territoire puisse avancer dans la même direction, que ce soit en France ou ailleurs. Donc ça peut passer aussi par simplement intégrer d'une manière ou d'une autre ces éléments plutôt de vision mondiale des enjeux alimentaires au sein des cadres et dispositifs qui sont aujourd'hui pensés à l'échelle nationale, comme celui des projets alimentaires territoriaux. Également, ce qui est ressorti à l'issue des entretiens, c'est que on manquait aussi parfois d'un vrai processus d'aide à la décision qui permette de décider si oui ou non un projet de coopération internationale, notamment sur ces sujets, était faisable et pertinent à mettre en place. Que souvent ces projets-là pouvaient être mis en place sur base d'un intérêt politique pour un territoire spécifique, pour un sujet spécifique, sans forcément faire de diagnostic préalable, sans forcément savoir si on bénéficie sur notre territoire en France bah, des compétences pertinentes et nécessaires pour lancer ce type de coopération. Donc cette idée d'outil d'aide à la décision un peu qui pourrait, la forme doit bien sûr être encore définie, mais en tout cas ça a été une idée qui a été partagée, qui puisse voilà, permettre de faciliter la sélection, on va dire, ou la construction des projets en répondant à l'ensemble des contraintes à la fois pour le partenaire en France et le partenaire à l'étranger. Le quatrième point ici, donc deuxième sur cette slide, c'est la proposition plutôt voilà, de formation et surtout de valorisation des formations existantes. Aujourd'hui, il existe des formations à la fois, enfin surtout dédiées, enfin plutôt ciblées aux agents plutôt du côté relations internationales pour justement
les accompagner dans la construction de projets, dans la recherche de financement, la construction de projets également réciproques. Ces formations ne sont pas forcément toujours connues, on s'est rendu compte de ça au fil de nos entretiens. Donc il y a un enjeu de les valoriser, de les mettre en avant, et éventuellement d'identifier des trous dans la raquette, comprendre s'il y a aujourd'hui des manques par rapport à cette offre de formation. On s'est rendu compte bah, au fil de nos entretiens que oui, il pouvait y avoir des manques sur notamment les bonnes postures à adopter dans ces projets de coopération. C'est pas forcément toujours évident à trouver. Des méthodes aussi d'échange de pratiques. Comment est-ce on peut en tant qu'agent de collectivité qui n'a pas forcément l'expérience à l'international, plutôt d'un service technique, comment est-ce qu'on projette, on essaie d'adapter nos actions sur un territoire qu'on connaît peu et qui a des contraintes complètement différentes. Donc ça, c'est des choses aussi qui s'apprennent et qui sont pas forcément naturelles de premier abord. Ensuite, les entretiens qu'on a pu mener ont mis en évidence également un déficit de coordination interne entre des services relations internationales et services plutôt techniques en charge des politiques alimentaires agricoles sur les territoires en France, qui pouvaient aussi pêcher dans la bonne mise en œuvre de ces projets à l'international où bah, parfois les services relations internationales n'ont pas forcément connaissance des actions qui sont menées sur les sujets agri-alim sur leur territoire, et donc du coup n'ont pas forcément l'idée simplement de monter ce genre de projet-là. Donc ce serait la mise en place d'outils au sein des collectivités qui puissent permettre de faciliter cet échange d'informations, ce dialogue. On a également pu mettre en avant des expériences de certaines collectivités qui ont des fonctionnements un peu différents ou au sein de chaque service technique, par exemple la ville de Paris. Au sein de chaque service technique, ici en l'occurrence c'était agriculture urbaine, il y a une personne un peu une personne ressource relations internationales qui est placée au sein de chacun de ces services techniques, qui permet en fait de faire ce lien qui a en fait cette mission de faire ce lien-là entre les différents services. Donc ça permet de faciliter le dialogue. C'est un peu une double casquette, même si cette personne reste bien sûr plutôt technicien du territoire en France, là, en l'occurrence sur l'agriculture urbaine. Une autre difficulté avait été celle d'identifier et de mobiliser des partenaires pertinents, que ce soit en France, sur des partenaires éventuellement privés, associatifs, qui peuvent avoir des expériences intéressantes à partager à l'étranger, mais comme aussi la difficulté à identifier des partenaires sur les territoires à l'étranger. Ici, il existe déjà des outils sur certaines régions, notamment au travers des réseaux régionaux multi-acteurs. C'est assez variable en fonction des régions, puisque chaque RRMA a un peu son... bien sûr, on a des observatoires sur toutes les régions, mais les fonctionnements sont légèrement différents. Et l'ampleur aussi, enfin, le nombre de membres sur chaque région est également différent, donc le recensement n'est pas toujours au même niveau. Donc il y a un enjeu peut-être à compléter ce recensement, à essayer d'aller un peu plus loin dans l'identification de partenaires, au moins sur le territoire français, qui pourraient participer, contribuer à des projets de coopération de collectivités. Une sorte de carnet d'adresses finalement qui puisse être tenu à jour, auquel pourraient se référer les collectivités. Je passe à la deuxième catégorie de leviers et difficultés qui est liée plutôt au financement. Donc là, bon, c'est un élément dont on a pas mal parlé hein, lors des deux webinaires précédents, des difficultés plutôt contextuelles hein, liées au fait qu'aujourd'hui on est plutôt dans une dynamique de réduction des financements liés à la coopération internationale au sens large et pas seulement sur les sujets qui nous intéressent. Donc bien sûr, bah, ici ça va un petit peu dans le sens d'essayer de pousser également un plaidoyer pour l'importance de cette solidarité internationale, comme aussi des choses qui peuvent être lancées actuellement, Coordination Sud et d'autres acteurs qui essaient justement de se mobiliser dans cette direction. Mais ici, dans le cadre de cette étude, donc, on a essayé d'explorer des dispositifs qui pourraient être pertinents au vu des sujets qui nous intéressent, qui sont donc les sujets d'agriculture et d'alimentation durable. Donc, il y a quelques années, Jordan Barlemont pourra en parler, il y a eu donc un appel à projet dédié à la sécurité alimentaire qui mobilisait également, enfin qui avait été construit en collaboration, consultation avec le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Donc l'idée de cette première proposition, ce serait en effet, lorsque les fonds, et si les fonds le permettent, de mettre en place un fonds commun qui puisse mobiliser à la fois des acteurs du monde agricole, alimentaire et des acteurs plutôt du monde de la coopération internationale pour avoir un fonds qui soit dédié. On a vu au travers de nos entretiens que vraiment d'avoir cet appel à projet qui soit ciblé sécurité alimentaire, ça a pu inciter des collectivités à se lancer sur ces sujets-là
même si bien sûr il existe ces appels à projets généralistes, mais le fait d'en avoir qui soient vraiment dédiés à certains sujets, ça peut, en tout cas, au vu des entretiens qu'on a fait, ça peut inciter à se lancer sur ces sujets. On a beaucoup discuté aussi avec les personnes interrogées des dispositifs 1% eau, 1% énergie, 1% déchets, qui favorisent grandement l'émergence de projets. Enfin, sur l'eau, c'est assez historique, donc il y a beaucoup de projets d'assainissement, c'est aussi lié aux compétences des collectivités. Mais, euh, mais il y a un intérêt, en tout cas collectif, d'explorer la manière dont un 1% agriculture-alimentation pourrait être réfléchi. Donc c'est un chantier assez conséquent et qui nécessite de s'y pencher un peu plus précisément, de comprendre quel budget et quels acteurs est-ce qu'on pourrait, avec lesquels on pourrait travailler. Donc il y avait des idées sur la taxe foncière, par exemple, la compensation agricole collective, différents outils qui pourraient éventuellement être mobilisés dans ce sens. Euh, Un des freins également qui avait été mis en avant, c'est des financements externes bon, insuffisants, là on vient d'en parler, et parfois inadaptés. Donc des appels à projets qui pourraient être un peu mieux adaptés aussi au fonctionnement des collectivités et à leurs besoins en termes de coopération. Notamment, ce qui est ressorti, de permettre par exemple les dépenses d'investissement de personnel, même si c'est déjà le cas pour le personnel, mais peut-être aussi voilà, s'en assurer sur l'ensemble des appels à projets auxquels les collectivités peuvent répondre. Permettre aussi une vision long terme des coopérations décentralisées, prévoir un paiement plus important en début de projet, parce que parfois c'est vrai que certains appels à projets, il est demandé aux collectivités d'avancer les fonds, ce qui n'est pas forcément toujours évident, notamment pour les petites collectivités qui du coup peut-être pas forcément accès à ces dispositifs pour cette raison. Donc ici, différents exemples d'outils, hein, de moyens qu'on pourrait peut-être mobiliser. Qui sont liés en effet au cahier des charges et puis à l'éligibilité, pardon, au cahier des charges et pardon, aux modalités de financement de ces projets dans le cadre des appels à projets. Toujours dans les financements, on a également dans ces catégories intégré les ressources humaines. Donc plus largement, en fait, il s'agit, au-delà des financements, il s'agit des ressources financières et humaines. Donc le frein, ça avait été un manque de ressources humaines dédiées à la recherche de financement, la mise en œuvre des projets. Euh, On parle notamment des collectivités, enfin des plus petites collectivités en termes de nombre d'habitants, où on n'a pas forcément toujours un service dédié aux relations internationales. Et donc forcément, les actions internationales vont peser plutôt sur des agents techniques. Ici, la recommandation qui est un petit peu sortie au vu de nos entretiens, c'est justement c'est favoriser les regroupements de collectivités pour répondre à des appels à projets et du coup mutualiser le temps de réponse et mutualiser aussi le temps de gestion de projet. Ce qui est déjà fait hein, au travers enfin, des collectivités le font et sont mises en relation par certains RRMA notamment et autres réseaux de villes. Mais ce qui est ressorti, c'est qu'aujourd'hui, ce n'était pas forcément fait de manière systématique et pour une collectivité qui souhaitait s'associer à d'autres, l'information n'était pas forcément enfin, facilement accessible. Donc, ça se faisait beaucoup sur du bouche à oreille et de la relation interpersonnelle sans forcément avoir un lieu dédié où on pouvait trouver cette information sur qui intervient sur quoi et du coup auprès de qui se rapprocher. Et en troisième type de levier, on est plutôt sur de la mise en œuvre. Comment est-ce qu'une fois qu'on a décidé voilà, que l'intérêt politique était là pour monter des projets de coopération internationale sur les sujets d'agriculture et d'alimentation durable, comment est-ce que finalement on passait à l'action et comment est-ce qu'on dépassait certaines difficultés? Euh, des difficultés voilà, ont été mises en avant sur le montage de projets plutôt de coopération plutôt réciproque. Comment est-ce qu'on essaie d'imaginer aussi les retours sur la collectivité en France? Là, on a pas mal, bien sûr, des projets qui le pensent dès le départ, mais majoritairement, c'est vrai qu'on est plutôt sur des coopérations qui ont tendance à être unilatérales en tout cas de la manière dont ils sont pensés dès le départ, même si après en discutant avec les différentes personnes interrogées, on se rend compte qu'il y a énormément de retours finalement pour la collectivité française qui sont pas ou mal valorisés. À la fois en termes d'apprentissage pour les agents qui ont été mobilisés dans ces coopérations, de retour à plus long terme sur les associations françaises qui ont été mobilisées, sur leurs pratiques, la manière enfin, leur posture, etc. Donc finalement, il y a pas mal d'effets indirects sur le territoire français de ces actions de coopération qui sont mal valorisées euh, et qui devraient être plus visibles. Et donc ici, une des suggestions qui avait été mise en avant, c'était de démarrer, enfin, d'initier les projets de coopération par un diagnostic préalable des besoins
de la collectivité partenaire, mais aussi de la collectivité en France. En quoi est-ce que ce projet de coopération pourrait bénéficier aux politiques territoriales de la collectivité française, que ce soit son PAT, est-ce qu'il y a des besoins spécifiques en termes de retour d'expérience sur l'installation des agriculteurs en périurbain, sur les cantines scolaires, qui pourraient du coup être intéressants que des pratiques qu'ont mis en place la collectivité à l'étranger. Donc essayer de vraiment faire ce diagnostic initial qui n'est pas forcément toujours fait, qui l'est fait, hein, enfin, ça l'est fait dans certaines situations, mais on se rend compte que les projets ne démarrent généralement pas par ce diagnostic, par manque de temps, par manque aussi de financement dédié. Des obstacles dans la mise en œuvre et le quotidien des projets, donc des projets qui peuvent être voilà, difficiles parfois à gérer, prendre du retard, avoir des complexités particulières vraiment dans l'échange avec le partenaire. Donc là, on est moins sur des difficultés qui sont spécifiques au sujet agri à Lille, mais qui sont plutôt généraux au projet de coopération internationale. Certaines bonnes pratiques qui sont un peu remontées. Je pense qu'on on vous apprend rien en disant ça si vous travaillez dans la coopération internationale. La collaboration avec des opérateurs techniques ou des agents délocalisés. Donc, opérateurs techniques, c'est donc souvent des associations qui sont présentes depuis déjà quelques années sur le territoire partenaire, donc qui connaissent le territoire, ses enjeux, ses acteurs. Donc ça, c'est le premier, enfin le facteur de succès numéro un qui nous a été vraiment cité sur ces projets de coopération, le fait d'avoir ces opérateurs sur lesquels se reposer, voire en plus de ça, d'avoir des personnes de la collectivité française qui puissent aussi être présentes sur place en permanence, bien sûr ponctuellement, mais c'est moins bien pour faciliter ce dialogue qui peut parfois être difficile parce qu'on n'utilise pas les mêmes outils, parce que la disponibilité n'est pas évidente, etc. Euh, Également, un deuxième levier qui a pu être identifié au fil de nos échanges, notamment pour répondre à la difficulté de se projeter sur des contextes complètement différents du nôtre, ça avait été de concevoir des projets de coopération multi-pays qui associent des partenaires à différents niveaux d'avancement pour créer un peu des passerelles et du coup avoir des échanges avec des niveaux et des contextes, disons d'une différence limitée. Ma phrase n'est pas très bien construite, mais je vais donner un exemple. Ça avait été cité notamment par la région Grand Est qui nous indiquait travailler sur un projet avec trois pays, le Maroc et le Burkina, et donc qui permettait d'avoir des échanges équilibrés dans le sens où les coopérations avec le Maroc étaient un peu plus anciennes. Le Maroc avait du coup été assez avancé dans un programme de soutien à l'agriculture familiale. Et pour le coup, le Burkina est arrivé plus tard dans le projet de coopération et a pu bénéficier aussi de ces retours du Maroc. Et donc ça a permis voilà, de créer cette passerelle en termes d'échange d'informations euh, vis-à-vis de contextes plus ou moins différents. Puis on arrive bientôt au bout. Sur ces leviers identifiés pour faciliter la mise en œuvre de ces projets de coopération à l'international sur les sujets alimentaires, ce qui est aussi beaucoup ressorti, c'est comment est-ce qu'on s'assure que ces projets s'inscrivent dans la pérennité, enfin dans la continuité, s'inscrivent sur le long terme, pardon. Comment assurer la continuité de ces projets. Là, différents éléments ont pu ressortir. On note, bon, peut paraître assez logique, mais essayer de voilà, mobiliser les élus plutôt de l'opposition dans le cadre des missions sur les territoires partenaires, essayer de favoriser leur engagement pour assurer une continuité politique, faciliter le consensus lors des votes en conseil, donc ne pas du tout se limiter aux élus qui sont déjà convaincus, mais aussi mobiliser donc l'ensemble des élus, bien sûr, qui le souhaitent, en tout cas essayer de les en encourager. Intégrer dès la conception du projet une démarche d'institutionnalisation pour assurer un impact durable au-delà du projet. Donc ça, ce sont des choses que j'imagine tous les projets essayent de mettre en place. Donc ici, c'était une expérience euh, de la ville de Strasbourg sur son activité à Kampala, en Ouganda, qui était donc gérée enfin pardon, mis en œuvre par le GESCOD, donc le RRMA de la région Grand Est, qui indiquait justement que ce travail avait été fait en amont pour inclure ce projet de coopération dans le cadre du plan climat de la ville pour que ensuite, finalement, il y ait des ressources humaines qui soient dédiées à ce plan climat et donc qui puissent poursuivre les efforts qui avaient été initiés dans le cadre du projet de coopération.
Et enfin, sur l'évaluation et la valorisation, donc là, on a trois leviers principaux uniquement. Ça fait un petit peu écho à ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait qu'il y a un besoin aussi de valoriser les exemples de réussite, de mettre en avant un peu mieux les projets de coopération internationale sur les sujets agricoles et alimentaires. Aujourd'hui, c'est pas forcément un sujet qui enfin, c'est pas le sujet qui est le plus mis en avant sur l'ensemble des plateformes qui peuvent exister de diffusion. Et au contraire, on se rend compte qu'il y a assez peu de valorisation de ces projets-là, alors qu'ils existent, notamment aux échelles régionales. Donc il y a un enjeu à les valoriser, peut-être à faire en sorte qu'ils atteignent un petit peu plus facilement les personnes intéressées, donc les services relations internationales et collectivités. Encourager les collectivités à publier les apprentissages issus du projet, donc c'est aussi souvent ce qui peut pêcher dans les financements qui peuvent être accordés, le temps dédié à toute cette prise de recul et la rédaction éventuellement d'une note qui puisse permettre ensuite de poser un petit peu, mettre à plat les apprentissages et les suites à donner du projet. C'est quelque chose qui n'est pas forcément systématiquement fait et qui pourrait bénéficier à éventuellement d'autres collectivités qui interviendraient sur un même territoire 2 ans plus tard. Donc il y a un besoin de mutualiser vis-à-vis de ça. Et enfin, comme je l'indiquais précédemment, mieux valoriser, visibiliser les apports annexes de la coopération décentralisée pour appuyer l'argumentaire. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti de nos entretiens aussi. Bah, je l'évoquais tout à l'heure, il y a énormément de retours positifs de ces projets qui sont moins quantifiables, qui vont plus être de l'ordre en effet, de la posture des agents qui sont partis sur ces projets de coopération. Euh, en effet, ensuite de leur ouverture à certains sujets, des expériences qu'ils ont pu observer à l'étranger et qui peuvent ensuite ramener dans leur expérience à eux sur la politique plutôt territoriale en France. Donc, c'est un travail qui aujourd'hui, semble ne pas être suffisamment mis en avant. Voilà, c'était vraiment des premiers retours de cette publication. Ce sera bien sûr étayé dans cette étude qui sera publiée d'ici quelques semaines. Et Anna, je te redonne la parole. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez, ou des remarques, vous pouvez les faire via le chat. On pourra les prendre en fin de table ronde si ça vous va et on pourra aussi revenir sur cette présentation si vous le souhaitez. Du coup, on prévoit donc 40 minutes, peut-être un peu plus, on va voir, euh, essayer de s'y tenir sur cette partie 2 et cette table ronde qui s'organise donc en 3 parties. Est-ce que Louison, tu es partie? Merci. Qui s'organise en 3 parties. Donc, pertinence du partage d'expériences à l'international autour des PAT. Et donc, là, l'idée, c'est peut-être d'entendre Tarzanville, le PAT et la DGL sur ce sujet-là. Coopération internationale des collectivités sur les enjeux agricoles et alimentaires, les outils actuels et les difficultés. Donc, donner la parole au MEE et à la RICOD. Et après, rééchanger tous ensemble sur comment faciliter, encourager les coopérations alimentaires internationales. Donc, il n'y a pas de slide pour cet échange, donc on peut couper voilà, la présentation et revenir sur les intervenants. Et peut-être donc sur le pertinence du partage d'expériences à l'international, une première question pour Véronique Vella-Rodriguez, donc qui est adjointe chef de bureau au MA, au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, la DGAL. Est-ce que Mazda. oui, C'est le Mazda, pardon, c'est pas le Gaza, Mazda. d'accord. Oui, ça a rechangé. C'est pour ça que Oui. ça me semblait clair, mais j'ai revu Mm. sur Internet, je n'étais pas sûre. Pourriez-vous donc représenter le dispositif national de soutien aux projets alimentaires territoriaux et peut-être les évolutions récentes dans ce sens? Oui, bah, bonjour à tous. Donc effectivement, je travaille à la DGAL, au bureau de la politique de l'alimentation et effectivement, on est un bureau qui encadre et qui met en œuvre, en fait, la politique nationale de l'alimentation en France. Donc les PAT, les projets alimentaires territoriaux, ils sont encadrés par un article du code rural, qui est l'article L 111-2-2,
ce qui montre un peu l'importance de ce dispositif des PAT que le législateur a voulu ancrer un peu dans le dur et l'importance que du coup ça a pour, dans l'ensemble de notre stratégie politique de l'alimentation en général en France. Donc en fait, les PAT, ils se basent principalement sur un diagnostic. C'est le diagnostic agricole et alimentaire qui est fondateur en fait de ce projet alimentaire territorial. Ce diagnostic, une fois qu'il est réalisé, il donne lieu à un plan d'action opérationnel qui doit répondre en fait à des problématiques hyper locales qui ont été soulevées dans ce diagnostic. Donc, on va avoir différentes thématiques, du coup, différentes problématiques. On va avoir la problématique de la production agricole, si on est sur un territoire notamment très rural, très agricole. On va avoir la problématique de la transformation, la distribution. Je pense notamment à la logistique, l'approvisionnement, la restauration collective. Et on va avoir également une problématique sur l'accès à l'alimentation de qualité pour tous. Donc là, on est vraiment sur une thématique de précarité, de lutte contre la précarité alimentaire, l'éducation à l'alimentation pour tous, et puis bien sûr un aspect lutte contre le gaspillage alimentaire. Et puis on aura une problématique sur la gastronomie et la culture culinaire. Ce projet alimentaire territorial, il ne se fait pas tout seul, il implique énormément d'acteurs du territoire et une gouvernance partagée entre tous. Et c'est ça qui fait aussi la force du PAT. C'est l'ensemble de ces échanges, de ces rapprochements entre tous ces acteurs pour poser ce diagnostic, mettre en place ce plan d'action opérationnel et avancer ensemble. Alors, au ministère de l'Agriculture, à quoi on sert dans tout ça? On a mis en place en fait un dispositif ministériel de reconnaissance de ces projets alimentaires territoriaux selon 2 niveaux en fait. Et pourquoi faire? Et ben, ça permet à ce projet alimentaire de valoriser son projet et de pouvoir utiliser la marque projet alimentaire territorial, qui est une marque reconnue par l'État et qui permet du coup aussi de valoriser le projet. Ça offre une visibilité nationale, j'expliquerai un petit peu après pourquoi. Ça permet également de pouvoir accompagner le PAT dans l'élaboration de ce diagnostic et de son plan d'action, et parce que ça permet l'accès aux dispositifs de soutien financier. Donc on a 2 niveaux, le niveau 1 et le niveau 2. Le niveau 1, c'est davantage pour les programmes alimentaires territoriaux que l'on dit émergents, c'est-à-dire ceux qui débutent en fait dans la démarche, qui commencent. Et puis le niveau 2, c'est vraiment pour les PAT qui sont beaucoup plus opérationnels et qui sont déjà passés par la phase de niveau 1 émergent. Pour obtenir ce dispositif, cette reconnaissance du ministère, il faut qu'à chaque niveau, en fait, le PAT puisse répondre à certains prérequis et certains critères qui sont différents selon le niveau de reconnaissance attendu par le PAT. Tout à l'heure, je parlais de gouvernance, entre tous les acteurs, doivent être partenaires de ce PAT. Il y a toute une sphère en fait économique autour de ce PAT. Il y a le PAT peut faire appel à différents programmes autres et dispositifs de soutien financier pour mettre en place ces actions opérationnelles. Donc, on va avoir par exemple le programme Mieux manger pour tous, qui est porté par la Direction générale de la cohésion sociale. Nous allons avoir également, par exemple, le Fonds Avenir Bio sur l'agriculture biologique. Voilà, on a différents types de fonds financiers aujourd'hui qui existent et qui sont disponibles à la disposition des PAT. Et bien sûr, est à la disposition également des PAT, mais ça, je pense que Floriane en parlera mieux que moi tout à l'heure. C'est le réseau national et les réseaux régionaux qui sont à la disposition également de tous les porteurs de projets PAT. Alors, juste pour faire un petit point état des lieux, aujourd'hui, les PAT, donc au 31 décembre 2024, on avait un peu plus de 450 PAT reconnus sur l'ensemble de la France, dont 269 de niveau 1 et 189 de niveau 2. Et en termes de soutien financier, en 2024, nous avons pu aider à 22 PAT émergents et 153 PAT de niveau 2, c'est-à-dire opérationnels. Et donc, nous avons pu également aider à l'animation des réseaux régionaux, et tout ça pour un total de 15 millions d'euros pour l'année 2024. Et donc la suite en 2025,
Donc là, justement, nous sommes en train de publier le cahier des charges du soutien financier pour soutenir les PAT de niveau 2, avec une enveloppe financière de 10 millions d'euros. Donc là, tous les porteurs de projets de niveau 1 peuvent se porter candidat pour obtenir un soutien financier, enfin de niveau 1 qui obtiennent la reconnaissance de niveau 2 et du coup peuvent demander un soutien financier dans le cadre de leur niveau 2, je précise. Voilà, l'instruction de ces dossiers se fait au niveau des directions régionales. Voilà, je ne sais pas si c'est suffisant ou s'il faut que j'explique davantage. Non, c'est très bien pour démarrer. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser dans le chat. Peut-être une deuxième question sur, d'après votre expérience, quels ont été les facteurs clés de réussite dans l'émergence des PAT, projets alimentaires territoriaux en France? Et quels seraient, selon vous, les enseignements qui pourraient être utiles à d'autres pays pour construire leur propre stratégie alimentaire territoriale? Peut-être nous présenter le lien entre ce cadre national aussi et ces politiques territoriales. Alors, selon nous, en fait, les clés de réussite et les enseignements du coup qu'on pourrait en tirer pour permettre aux autres pays de faire un peu la même chose, c'est de se dire que ça part d'un diagnostic territorial. C'est-à-dire que vraiment, c'est le PAT, il est local. Et tout doit venir de ce diagnostic dont je parlais tout à l'heure, des enjeux agricoles et alimentaires sur le territoire, fait par l'ensemble des acteurs qui sont concernés. Parce que c'est ce diagnostic qui va permettre de trouver des solutions aux problématiques du territoire. Ensuite, la deuxième clé de réussite, je pense, c'est que je viens de le dire et de le redire, c'est la gouvernance élargie. C'est que tout le monde contribue à l'intérieur de ce projet alimentaire territorial. Tous les acteurs. Donc, qu'on soit élu, qu'on soit partenaire économique ou autre, tout le monde participe et c'est ça qui, pour nous, en fait, fait partie d'une clé de réussite principale. Ensuite, en France, on a la chance d'avoir un soutien financier pour l'ingénierie. Donc, ça participe également, je pense, à l'épanouissement des PAT en France. Et puis, enfin, une dernière chose qui nous paraît également très important, notamment avec la publication prochaine de la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat, la SNANC, c'est cette approche systémique que doit revêtir un projet alimentaire territorial. C'est-à-dire que pour obtenir une reconnaissance de l'État français, chaque PAT doit avoir cette approche systémique et pouvoir aborder l'ensemble des enjeux sanitaires, environnementaux, économiques et sociales. Ça, c'est hyper important. Et en fait, le fait d'avoir cette approche systémique est probablement une des clés de réussite de ce dispositif. Merci pour ces retours. N'hésitez pas à réagir si vous avez vu d'autres cadres nationaux qui étaient intéressants et qui permettaient du coup de faire émerger, enfin, qui étaient assez exigeants et qui permettaient de faire émerger ces projets alimentaires ou ces stratégies alimentaires dans d'autres pays. Peut-être la parole à Florent Yann Lardic, donc le directeur de Terres en Ville et coordinateur de France Pat. Si c'est exactement le titre, tu pourras peut-être corriger. Est-ce que tu pourrais nous rappeler les objectifs et les grandes lignes du dispositif national d'accompagnement des PAT et le rôle de votre structure? Oui, volontiers. Bonjour à toutes et à tous. Tarzanville est chef de file du réseau national des PAT, qui est un réseau que nous avons créé il y a 9 ans de manière volontaire et ascendante, et qui a ensuite été reconnu dans la loi, effectivement, dans une seconde étape que Véronique citait en 2021 dans la loi Climat et Résilience. Et cette loi reconnaît donc a posteriori le rôle du réseau national des projets alimentaires territoriaux et lui précise 3 fonctions. Première fonction, suivre le déploiement de ces projets alimentaires territoriaux. Deuxième fonction, mettre en avant les bonnes pratiques. Et troisième fonction, construire des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales. C'est l'approche, je dirais, un peu réglementaire et normative du réseau national. Pour répondre à ta question, ces dynamiques ascendantes de PAT, je vois que dans le chat, il y a beaucoup d'acteurs qui sont actifs sur des territoires qui sont plus ou moins, dont les actions territoriales sont plus ou moins normées. Et Véronique a détaillé le parcours entre un système alimentaire durable qui commence à se structurer, un niveau 1 qui commence à le reconnaître, mais qui n'a pas d'exigence complète de transversalité
et un niveau 2 qui est très exigeant en termes de le rôle de ce réseau national, c'est quel que soit, à revenir à la question entre-temps, quel que soit le niveau de développement et de maturité du système alimentaire, le rôle du réseau national, c'est d'accompagner le territoire sur la montée en capacité, la montée en compétences et en régime. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On a une approche support qui consiste à mettre à disposition des outils divers et variés. Ces outils sont sous forme écrite ou webinaire. Donc, je vais vous mettre dans le chat le lien notamment vers la page YouTube avec les vidéos où vous pourrez retrouver tous les webinaires thématiques. Via la plateforme, il recense aussi toutes les ressources disponibles, et ce, soit dans une approche territoriale, régionale, soit dans une approche thématique. Donc, ça va être les segments couverts par Véronique, enfin, ce que Véronique a déployé, les questions de la solidarité et de la précarité alimentaire, la question des circuits courts et de l'organisation des filières, la question de la culture et de l'éducation au goût, ainsi de suite. Il y a aussi, pas seulement un enjeu descendant et technique, il y a aussi un enjeu de partage. Et ça, c'est vraiment ce qui est, je trouve, très important, notamment quand on va se situer dans des optiques de développement. Je dirais, c'est un peu le supplément d'âme de la vocation des réseaux. Le partage, c'est ce qui permet l'inspiration, l'échange. Et donc, le point d'orgue annuel, c'est évidemment un carrefour annuel des PAT qui permet à 300 chargés de mission qui peuvent être isolés dans l'année de se retrouver annuellement. Mais ça va être aussi la possibilité de se rencontrer à l'échelle régionale. Et là, c'est l'appui du réseau national à la structuration à l'échelle régionale. Cette échelle régionale de structuration, elle est intéressante et elle peut inspirer aussi en coopération parce qu'elle n'est pas uniforme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en France, cohabite à la fois un soutien national qui est normé et que Véronique vous a rappelé précédemment, et à la fois un soutien un peu ascendant, enfin une structuration un peu ascendante, qui conserve un petit côté herbe folle. Donc, le réseau régional en Normandie est animé par le réseau régional des chambres d'agriculture qui ont une pratique, une approche, une connaissance technique des entrées foncières, des entrées installation et transmission, qui sont très à l'aise sur ces fonctions-là, qui relèvent de leur rôle consulaire et qui accompagnent un réseau. Mais pas très loin de ça, en Bretagne administrative, sur 4 départements, c'est la Fédération régionale des CIVAM qui s'est vue confier l'animation avec une forte présence de l'ADEME en soutien à ce réseau régional. Et donc, en fait, une sorte de trinôme avec l'ADEME, l'ADRAF régionale, donc qui est l'État en région, le MASA en région, et la Fédération régionale des FIVAM, qui sont elles-mêmes actives dans des pôles territoriaux. Si je reste sur cet exemple breton, on descend encore d'un cran. Ces pôles discutent entre eux à l'échelle régionale et pourtant ils sont très divers. D'abord dans leur focus, on peut avoir des PAT qui ont franchi les étapes des différents niveaux de labellisation, mais qui ont conservé des focus forts. Je prends l'exemple de Brest. Brest Métropole, c'est une ville avec une population assez pauvre, assez déshéritée. Brest a toujours souhaité mettre le focus beaucoup plus sur l'accompagnement à la précarité alimentaire en laissant une large part aux associations, plutôt que de tout institutionnaliser et d'en faire un dispositif totalement institutionnel et maîtrisé. Alors qu'on a des territoires qui sont beaucoup plus orientés vers l'économique. Et pour cela, je citerai notamment le PAT de Lorient Agglomération, qui est orienté sur l'appui aux filières, à l'installation-transmission. Et donc, l'exemple français, s'il est très normé, il permet aussi des expressions de pâtes qui peuvent dialoguer entre eux, qui sont sous formes différentes et sous des échelles différentes. Et je citerai pour conclure cette première prise de parole, deux PAT insulaires, le PAT de Bréa, qui est une île, et le PAT de Belle-Île, qui est une autre île, qui est animé par un CPIE, Centre permanent d'initiative pour l'environnement, qui est une forme associative et qui réussit à cultiver une approche très proche des acteurs, très libre, et qui est donc compatible avec des approches très normées. Voilà, donc les PAT, s'ils sont très institutionnels en France grâce à la labellisation et ce qui permet aussi leur développement, peuvent aussi conserver une forme de biodiversité interne dans leur manière d'être animés. Et donc, cette diversité-là, je trouve, est un support à la coopération avec des pays tiers.
Et peut-être juste pour repréciser aussi ma question, et merci d'avoir aussi présenté les conditions qui permettent l'essor des PAT et la façon dont ils s'organisent et évoluent. Et selon toi, donc, quels seraient les éléments qui pourraient être transférables à l'international sur ces conditions d'essor des PAT? Tu as commencé à en citer quelques-uns. Ouais. Effectivement, enfin, sur l'essor, je trouve qu'il y a deux facteurs. Il y a les facteurs exogènes et les facteurs endogènes. Les facteurs exogènes, c'est évidemment l'existence d'un réseau et les systèmes de reconnaissance et de soutien. On voit bien que effectivement, quand il y a la possibilité d'être soutenu et de croître et de passer d'un niveau 1 à un niveau 2, on le constate aussi sur d'autres dispositifs que nous étudions, nous, à Terres en Ville. Euh, Par exemple, le territoire engagé pour la nature, qui est un dispositif de l'OFB. Ce dispositif n'a pas de niveau. Et donc, on voit les territoires adhérents nous disent, mais il n'y a pas de progression. Donc, en fait, nos élus et nos équipes ne sont pas stimulés par la progression d'un niveau. Alors qu'en fait, ce que documentent les DRAF avec pour soutien le MASA permet une progression et donc crée un stimulus. Les vecteurs de réussite endogène, je dirais que c'est d'abord l'envie de travailler ensemble à des échelles qui sont différentes. Tout le monde connaît évidemment la commune de Mouans-Sartoux, il y a une très forte volonté politique locale, et même si le grand territoire n'était pas très intéressé par la démarche alimentaire, il y a une volonté locale à l'échelle communale d'avancer, et donc elle s'est réalisée. Il y a des territoires tels que les parcs naturels régionaux qui n'ont pas nécessairement eux-mêmes les compétences eau, biodiversité, aménagement, etc., ne sont pas détenteurs des compétences de collectivité, mais par contre sont une échelle de projet. On appelle ça, nous, à Terres en Ville, les territoires de projet. Et donc, c'est des échelles de mobilisation. Et donc, ça, c'est intéressant de pouvoir se dire, bon, bah, on a un territoire de projet qui n'est pas forcément le territoire administratif pur, mais il y a quelque chose à faire, il y a une identité soit culturelle, soit gastronomique, soit paysagère, et donc ça, c'est un support à l'envie d'agir ensemble. Et l'alimentation vient comme un vecteur en fait de développement territorial. Et au travers du développement territorial, c'est la fixation d'emplois locaux, c'est le lien social et le lien entre la politique publique et la communauté humaine. Et donc ça, c'est des vecteurs. Je pense par exemple au PNR du Livradois-Forez, qui lui-même a engagé des politiques de coopération décentralisée, pas sur la thématique alimentaire, mais sur d'autres thématiques. Sur les leviers locaux, ouais, en fait, et après, pour le reste, c'est la qualité, enfin, les éléments transférables, ça va être la capacité ou la volonté d'agir sur des points particuliers. On n'a pas encore parlé de coopération décentralisée de manière très précise, mais Montpellier collabore avec RISC. Le focus est mis sur la restauration scolaire, on est d'accord? Et donc, c'est des compétences et c'est des leviers d'éducation pour favoriser la santé. Ensuite, dans une entrée systémique, peut-être, par un point d'entrée spécifique, restauration scolaire, qui va permettre de faire rentrer l'éducation, la lutte contre l'obésité, l'accès à une alimentation saine et durable. Mhm. Ok. Voilà, je tiendrai à rester. Merci beaucoup. Ta connexion saute un peu, mais tu parlais de la coopération entre Montpellier et Rufisque, effectivement, sur les cantines scolaires. Peut-être si on passe sur une partie 2, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. Si on part sur une partie 2, plutôt pour explorer un petit peu les outils actuels et les difficultés rencontrées dans le cadre de la coopération internationale des collectivités sur les enjeux agricoles et alimentaires. Jordan Barlemont, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu les principaux dispositifs portés par la DCT-CIV en lien avec la coopération décentralisée et peut-être nous dire en quoi les enjeux liés au système alimentaire durable intéressent aujourd'hui le MAE dans le cadre de ses actions de coopération internationale? Oui, bien sûr, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Déjà pour dire que effectivement, je représente le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à travers son pôle collectivité territoriale, qui est intégré à ce qu'on appelle la délégation pour les collectivités territoriales et la société civile, la DCT-CIV. Et donc le pôle collectivité territoriale de la DCT-CIV, c'est vraiment le principal interlocuteur des collectivités territoriales françaises pour tout ce qui concerne la coopération décentralisée, c'est-à-dire pour tous les projets de coopération entre collectivités territoriales françaises et étrangères. Et donc, c'est un pôle qui, en fait, a quatre grandes missions. Première mission, c'est peut-être celle d'informer et d'analyser
Là, il s'agit vraiment de recenser l'action extérieure des collectivités territoriales françaises, de collecter les montants annuels de l'aide publique au développement des collectivités territoriales, ou encore de communiquer sur tout ce qui est actualité en matière de coopération décentralisée. Ensuite, on a un deuxième grand pilier de mission qui est celui de dialoguer et d'animer, et en particulier le pôle collectivité territoriale de la délégation. Il assure le secrétariat général de ce qu'on appelle la Commission nationale de la coopération décentralisée, la CNCD, qui est en fait une instance paritaire de dialogue entre l'État et les représentants de collectivités territoriales françaises en particulier. Troisième mission, c'est celle d'accompagner. On accompagne les collectivités territoriales françaises et leurs partenaires étrangers dans leurs projets à travers des conseils, à travers des cofinancements et à travers également de la mise en réseau. Et le quatrième point, c'est celui de la promotion, promouvoir. Là, il s'agit vraiment de promouvoir la coopération décentralisée et l'expertise des collectivités territoriales françaises à l'international. Et là, pour le coup, on le fait à l'aide de différents outils. Des outils que justement, j'aimerais présenter assez rapidement, puisque effectivement, on lance annuellement des appels à projets. Ces appels à projets, ils reflètent des priorités à la fois géographiques et, disons, sectorielles qui sont énoncées par le président de la République et par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Et donc, par exemple, au titre de l'année 2025, on a lancé 6 appels à projets dits géographiques avec l'Arménie, avec le Liban, avec le Maroc, avec les territoires palestiniens, avec le Sénégal et avec l'Ukraine. Et on a lancé également 3 appels à projets, cette fois-ci thématiques, un appel à projet thématique sur le patrimoine, un appel à projet thématique sur le sport, et on vient d'en lancer un tout récemment là, à Nice au moment du sommet des villes et des régions côtières qui s'est tenu en marge de la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan, qui concerne cette fois-ci l'aménagement durable du littoral. J'y reviendrai tout à l'heure peut-être un peu plus en détail, mais on a également, et Louison l'a dit tout à l'heure, on a également eu l'occasion de lancer des appels à projets sur des questions de sécurité alimentaire. Et donc, à ces 9 appels à projets, à la fois géographiques et thématiques, on a également 2 autres appels à projets. Un qui est dit généraliste, qui est ouvert en fait à la candidature des collectivités territoriales françaises, et un autre qui est dit clé en main, qui est ouvert à la candidature des associations de collectivités territoriales cette fois-ci. Et en fait, ce sont des appels à projets qui permettent de soutenir financièrement des projets qui n'entreraient pas justement dans les priorités géographiques et thématiques des autres appels à projets. On a également un autre outil peut-être intéressant qui est celui du programme Expect, qui est un programme qui vise à faire rayonner l'expertise des collectivités territoriales à l'international et vraiment de promouvoir à l'étranger des solutions de politique publique. Et donc là, c'est un dispositif qui fonctionne un petit peu en 2 temps. D'une part, on labellise les collectivités territoriales françaises sur la base d'une expertise donnée qui leur est reconnue. Et ensuite, lorsque ces collectivités sont labellisées, elles peuvent prétendre à la mise en place de missions exploratoires courtes à l'étranger qui sont justement financés par le ministère. Donc ça, c'était un petit peu pour répondre à la première partie de la question, comment la délégation fonctionne et quels sont les outils à disposition, sachant que bien évidemment, on s'intéresse à des sujets de sécurité alimentaire, mais ça peut recouvrir tout un tas d'autres sujets divers et variés. Et donc sur la question des enjeux, je pense que déjà, il y a peut-être un point de contexte important à avoir en tête, c'est que les crises successives qu'on a pu connaître ces dernières années, que ce soit la pandémie de Covid-19, les conflits actuels, tout ça, c'est un contexte qui véritablement a vraiment aggravé le niveau d'insécurité alimentaire et qui ont en fait un petit peu renforcé la crise alimentaire à l'échelle internationale. On a aussi un contexte national qui est un peu particulier, hein, où il y a une véritable remise en question de l'aide publique au développement. Donc tout ça, c'est vraiment contextuel, mais ça peut mettre un petit peu à mal le sujet, avec finalement des enjeux en matière de sécurité alimentaire qui sont quand même bel et bien existants, qui sont extrêmement importants, et qui qui se trouvent en fait en particulier à la croisée de tout un tas d'autres sujets. C'est un sujet qui est très transversal, à la croisée d'un certain nombre de priorités qui sont portées justement par le ministère. Et à travers ces sujets-là, on peut parler de solidarité internationale, on peut parler de transition écologique, on peut parler d'alimentation, d'agriculture, de gestion des ressources naturelles, mais aussi on peut parler d'économie, de gouvernance locale. Donc c'est quand même un sujet qui est très complet et qui est très transversal. Et c'est pour ça que on a finalement, je dirais, un sujet qui est, d'une part, offre un terrain d'action qui est privilégié pour les collectivités territoriales françaises qui sont engagées à l'international, qui permet vraiment de mettre en place des partenariats techniques qui sont très concrets, qui sont structurants. Et on a également, d'autre part, un sujet qui vraiment s'impose comme étant un vecteur de
de transition écologique et de transition sociale et solidaire, qui s'inscrit vraiment au cœur de l'agenda 2030 et qui, en plus de ça, répond vraiment à plusieurs objectifs du développement durable. Donc vraiment un sujet important aux enjeux qui sont identifiés. Et je fais le lien avec ce que je viens de présenter. Je suis peut-être un peu long, pardon, mais je fais le lien avec ce que je viens de présenter justement sur nos appels à projets. Je pense que c'est une dynamique que la délégation a bien compris. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on a effectivement lancé en 2018 et 2019 un appel à projet thématique qui s'intitulait Alimentation et agriculture durable, qu'on avait co-construit justement avec le ministère français chargé de l'agriculture, qui a permis de soutenir des projets de coopération décentralisés en faveur de la transition vers des systèmes alimentaires durables. Et donc, ça, c'est un premier appel à projet qui avait permis quand même de soutenir 17 projets de coopération décentralisés au total, avec un montant de cofinancement qui s'élevait à plus de 500 000 euros. Et le dernier, un peu plus récent, qui a été lancé à la fois en 2023 et en 2024, c'est l'appel à projet sécurité alimentaire, effectivement, qui visait à encourager les initiatives conjointes des collectivités territoriales françaises et étrangères, avec pour objectif vraiment d'atteindre une plus grande sécurité alimentaire dans les territoires. Et cette fois-ci, de mémoire, il avait permis de soutenir, je crois, 7 ou 8 projets. Et on est sur des montants qui étaient aussi conséquents, puisque là, je crois qu'on était sur plus de 800 000 euros qui avaient été engagés. Merci Jordan. Est-ce que en une minute, pour qu'on ait le temps aussi de parler des perspectives, vous pourriez nous dire comment vous anticipez l'évolution de la coopération décentralisée dans les prochaines années, et notamment sur ce qui concerne les thématiques transversales comme l'alimentation? D'ailleurs, s'il y a des questions dans le chat, je pouvais d'ores et déjà y répondre si ça vous concerne en termes de panélistes. Merci. En une minute. Ouais. Bah, je vais aller très vite, mais après, c'est une question qui est difficile en plus. Donc, mais c'est une question qui est difficile parce que, bah, comme vous le savez, on est dans un contexte financier qui est quand même assez contraignant. Donc, c'est quand même difficile d'anticiper les actions qu'on va pouvoir mener en matière de coopération décentralisée et de sécurité alimentaire dans les prochains mois et au cours des prochaines années. En revanche, peut-être un point quand même qui est extrêmement positif, c'est que le rôle des collectivités territoriales en matière de diplomatie internationale, c'est un rôle qui est systématiquement souligné par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, et en particulier dans chacun de ses déplacements en région. Il a tendance, pour le citer, à rappeler que les collectivités territoriales françaises, elles sont vraiment les premiers partenaires du ministère et que, à travers leurs actions de coopération décentralisée, eh bien, les administrés, ils peuvent vraiment toucher du doigt les impacts concrets de cette coopération internationale. Donc, anticiper effectivement les actions, c'est difficile dans le contexte, mais je pense qu'on a tout de même une attention toute particulière qui est donnée à la coopération décentralisée par le ministre lui-même, et ça, pour le coup, c'est quand même un point qui est extrêmement positif. Voilà, j'ai essayé d'être court et Merci. synthétique. Dans ce retour, on reviendra. Peut-être la parole à Charlotte Rieuf, donc présidente de la RICOD. Quelles sont, selon toi, les principales difficultés rencontrées par les collectivités lorsqu'elles souhaitent engager des coopérations internationales autour de ces enjeux? Et est-ce que tu constates une évolution des pratiques et des priorités dans la coopération décentralisée à court ou moyen terme, et notamment du point de vue des agents territoriaux et de leur rôle dans la mise en œuvre des projets? En 5, 3 Oui, questions. je vais essayer d'être courte, de faire court, pardon. Bonjour à toutes et tous, donc Charlotte Rieuf, je suis donc présidente de la RICOD. La RICOD, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau de professionnels de l'action internationale des collectivités territoriales, enfin qui agissent à l'international et au niveau de l'Europe pour les collectivités territoriales. C'est une démarche complètement personnelle, on ne représente pas notre collectivité. Voilà pour la RICOD, et on échange des pratiques. Et c'est un peu donc pour cette raison que j'interviens ce matin. Concernant les difficultés, moi que j'ai pu recenser justement dans le cadre d'échanges de pratiques entre collègues, notamment sur les questions de coopération sur l'alimentation, c'est la première chose, je dirais, c'est les a priori. Il y a beaucoup d'a priori alors déjà parce que souvent la coopération est vue comme est vue comme quelque chose d'un peu descendant. Parfois c'est même pas c'est pas assumé, c'est juste que c'est inscrit comme ça dans les états d'esprit. Et du coup, on a du mal à
à réfléchir de façon réciproque sur cette question-là. Des a priori sur l'alimentation, comme quoi finalement les collectivités françaises ne seraient pas concernées, donc ça renvoie à ce que je disais, la vision descendante, et donc on fait de la coopération que pour aider les collectivités du Sud, sans se poser forcément les questions. Et en termes d'a priori aussi, la différence entre les territoires, enfin ça rejoint tout ce que je viens de dire. Pourtant, les problématiques qui sont liées à l'alimentation sont les mêmes, malgré des contextes différents. Donc, il y a la question du gaspillage alimentaire, de la précarité, de la production durable, etc. Donc voilà, les a priori ont la vie dure. Et aussi, il y a cette question de retour sur investissement qui nous est de plus en plus demandée sur les coopérations, et qui n'existe pas vraiment, enfin, qui a priori n'existe pas vraiment sur les coopérations décentralisées liées à l'alimentation. Donc, une fois qu'on a listé ces a priori, il faut les déconstruire. Et souvent, c'est grâce à un diagnostic qu'on peut les déconstruire. Excusez-moi. Une autre difficulté qu'on a pu identifier en échangeant entre nous, c'est le portage politique. S'il n'y a pas de portage, c'est un peu plus difficile de lancer une coopération sur ces thématiques, justement à cause de tous les a priori dont j'ai parlé. Et puis, il y a aussi un portage interne. Il faut décloisonner dans les collectivités notre façon de travailler. On a tendance à travailler c'est surtout le cas quand la collectivité est importante. On a tendance à travailler en silo, et il faut décloisonner. Et pour décloisonner, il faut avoir un portage interne, donc un portage au niveau de la direction générale des services. C'est assez important pour pouvoir travailler entre collègues sur cette question qui est assez transversale finalement dans les collectivités. Autre point, les financements, en termes de difficultés, ils ne sont pas toujours adaptés aux problématiques de l'alimentation, et comme on l'évoquait, ils sont en baisse. Donc, ce n'est pas forcément évident, en tout cas, a priori, de se lancer là maintenant sur une coopération liée à l'alimentation. Et un dernier point, c'est la durée, c'est être sur des temps longs. Alors parfois, ça colle pas forcément avec le calendrier électoral, mais quand même, en échangeant avec des collègues, pas plus tard que la semaine dernière, je suis désolée, on avait nos universités de l'ARICOD, et il y a une tendance un peu étonnante, c'est-à-dire que il y a quand même, hormis les extrêmes, dans les collectivités, il y a quand même une volonté, quelle que soit la couleur politique, une volonté de continuer, de poursuivre les actions de coopération décentralisée. Mais ce qui pourrait être une difficulté, c'est de changer les projets. Et or, sur des projets liés à l'alimentation, on est sur des temps assez longs. Donc, ça peut être une réelle difficulté si jamais il y a des changements, non pas des arrêts, parce qu'on voit que finalement, dans les collectivités, la coopération décentralisée perdure malgré les difficultés financières. Mais voilà, elle peut changer d'orientation, et ça, c'est une des difficultés aussi qui peut être notée. Par rapport à ces difficultés, je vais essayer d'être rapide, pardon. Donc il y a moi, on a identifié le principal levier, c'est, comme on le disait et comme ça a été répété à plusieurs reprises, c'est le diagnostic. Et pour faire des diagnostics, ce qui est intéressant, c'est d'être aidé. Et donc un autre levier, c'est les financements. Donc voilà, pouvoir faire un diagnostic grâce à des financements qui exigent en plus des critères de réciprocité, on a un super combo pour se lancer malgré toutes les difficultés que j'ai évoquées auparavant. Et pour répondre à la deuxième question sur l'évolution qu'on peut
qu'on peut voir sur les coopérations et l'alimentation. En fait, moi, je dirais qu'il y a eu 4 temps. Bon, il y a eu dans un premier temps des coopérations qui étaient vraiment, comme je l'ai dit au départ, avec une vision descendante. On va aider les pays pauvres qui n'ont pas, pour lesquels l'insécurité alimentaire est élevée. Ensuite, dans un second temps, pardon, excusez-moi. Dans un second temps, on a mis en place des coopérations qui étaient liées aux spécificités du territoire français et du territoire de là-bas. Donc ça a été la deuxième vague, je dirais. Ensuite, il y a eu une prise de conscience grâce aux bailleurs de fonds et justement à ces enjeux de réciprocité. Et je dirais que là, dernièrement, il y a quelque chose d'un peu plus prégnant, c'est la gestion des crises. En fait, c'est les collectivités du Sud qui sont habituées, dites du Sud, j'aime pas trop ce terme, mais qui sont habituées à gérer les crises, qui nous ont fait remonter dans plusieurs programmes cette notion de crise par rapport à l'insécurité alimentaire. Et qui nous pousse à nous poser des questions, nous, sur notre territoire, ici, en France. Et donc, ça incite les collectivités du Sud, dans le cadre de la coopération décentralisée, incite les territoires dits du Nord à travailler sur ces questions d'alimentation d'une autre façon, en fait. Voilà ce que je peux vous dire sur la gestion de crise, sachant que le Covid a souvent été un déclencheur, mais il y a plein d'autres gestions de crise qui montrent que l'alimentation, voilà, peut être utile, enfin, que ça peut être utile de travailler sur la question de l'alimentation en coopération décentralisée. J'espère que j'ai Oui. été claire et pas trop longue. À ce sujet, je vous invite à aller voir le webinaire numéro 2 où Charlotte, tu détailles un peu plus cette coopération et comment effectivement Siem Rep a pu amener le département des Hauts-de-Seine à réfléchir sur d'autres aspects. Alors, il nous reste 10 minutes, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je ne sais pas si on aura le temps d'échanger librement, donc posez-les directement. Et peut-être à chaque intervenant, on va vous poser une dernière question. Est-ce que vous pouvez essayer d'y répondre rapidement pour rester dans les temps et rentrer un petit peu dans comment on pourrait faire pour la suite, pour aller plus loin? Donc, Jordan, dans quelle mesure serait-il envisageable de déployer des outils qui facilitent la construction de projets de coopération internationale pour des systèmes alimentaires durables? Quels seraient ces outils en 1 minute, 2 minutes? Ouais, je vais aller très vite. Juste pour dire que je pense que la série de webinaires qui a été organisée par Let's Food, c'est une ressource justement qui est très précieuse. Et j'en profite justement pour le saluer le travail qui a été accompli, pour vous remercier. Je pense que ça a permis de croiser un petit peu les regards, que ce soit des acteurs de terrain, de collectivités, de partenaires institutionnels. Et donc, c'est ces regards croisés qui vont nous permettre un petit peu d'alimenter la réflexion et de pouvoir imaginer de nouveaux outils. Moi, j'ai pris connaissance attentivement des différents leviers qui ont été présentés par Louison en début de webinaire. Et ce que je propose, c'est que autant que possible, on puisse justement en discuter dans le détail davantage pour essayer justement de développer collectivement d'autres pistes et d'autres outils intéressants. Voilà, pour être assez court. Et peut-être sur les pistes, comment aller plus loin. Je pense qu'il faut qu'on poursuive la dynamique qui a déjà été engagée justement en déployant ces différentes pistes identifiées. Et je pense qu'il faut qu'on continue aussi à s'orienter vers ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la valorisation des actions qui sont portées par les collectivités territoriales au niveau international. Et justement, au-delà de ces outils à proprement parler, intégrer du mieux possible les collectivités territoriales françaises comme étant des vrais partenaires de la diplomatie française, en s'efforçant justement de les associer dans des conférences internationales, par exemple. C'est vraiment un enjeu qu'on a identifié et qu'on souhaite faire. Et pour m'arrêter là, juste avec un exemple, dire qu'on l'a fait justement très récemment au mois de mars, lorsqu'on a eu le sommet Nutrition for Growth qui s'est tenu à Paris les 27 et 28 mars. Et qu'en marge justement de cet événement international, on a organisé une table ronde où on a donné la parole pour pouvoir justement explorer comment les collectivités territoriales et comment les acteurs de la société civile exportent à l'international leurs compétences en matière de sécurité alimentaire. Et je pense que c'était quand même un moment assez utile et intéressant. Et j'en profite aussi pour remercier Charlotte qui faisait partie également du panel d'intervenants. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et donc, je rebondis effectivement avec une question pour Charlotte. Quel serait le rôle des réseaux tels que la RICOD pour appuyer les collectivités dans la mise en œuvre de ces coopérations en faveur internationale, en faveur de systèmes alimentaires durables, également en 2-3 minutes? Oui, alors le rôle des réseaux, notamment comme la RICOD, c'est d'échanger, comme je le disais, sur nos pratiques et ce qu'on peut proposer, enfin ce qu'on a l'intention de proposer justement avec Let's Food, c'est un café. On a des cafés à RICOD. C'est des temps d'échange entre pairs, entre professionnels, sur des astuces, des outils, des bonnes pratiques. Donc c'est très concret. On produit des fiches pratiques sur des thématiques. Et là, l'idée, ça pourrait éventuellement justement de créer une fiche pratique sur comment monter un programme de coopération dédié à l'alimentation au moyen de fiches pratiques. Voilà ce que je peux dire, c'est vraiment de l'échange et se nourrir des expériences des uns des autres pour pouvoir en effet les adapter à sa propre collectivité, à sa propre coopération. Merci pour ce retour. Peut-être revenir au niveau des acteurs qui agissent principalement en France. Véronique, selon vous, comment internationaliser les PAT? Comment encourager peut-être dans les appels à projets du Programme national pour l'alimentation et les cahiers des charges de labellisation des projets alimentaires territoriaux, une ouverture explicite aux enjeux de transition alimentaire globale? Vaste question. Pas facile. Là, on l'a bien vu en fait dans les différents échanges, hein. Je pense que les principaux besoins des territoires aujourd'hui, c'est l'interconnaissance entre PAT en fait. Il est toujours très utile que les PAT ils puissent échanger entre eux, se partager les bonnes pratiques, les outils. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir cette interconnaissance, non pas avec forcément les autres PAT des autres territoires, pardon, mais avec des dispositifs similaires dans d'autres pays qui ont des enjeux comparables. Le principe des PAT, c'est bien celui d'une approche adaptée, hein, centrée sur son territoire. Donc, il doit avoir, comme je l'ai dit, hein, un enjeu systémique et c'est ça qui peut être intéressant d'échanger avec les autres, pays qui ont également ce type de thématique. Après, sur le potentiel de réplicabilité, en fait, s'agissant d'un dispositif hyper local, il me semble que ce potentiel de réplicabilité peut être assez fort. Parce qu'il suffit en fait de répliquer en fait cette, l'initiative locale, le diagnostic et le plan d'action opérationnel dont j'ai parlé tout à l'heure et en théorie, ça peut s'adapter en fait absolument partout. Après ce qu'il faut avoir aussi en tête et je l'ai bien dit tout à l'heure, hein, c'est qu'en France, on a, une incitation financière à l'émergence de ces PAT et à l'opérationnalité de ces PAT et ce soutien financier, il est peut-être pas partout dans les autres pays et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, hein, une des clés de réussite, c'est probablement l'existence de ce soutien financier. Maintenant, dans les cahiers des charges des PAT, des soutiens, pour nous, il ne faut pas en faire un critère de prérequis ou critère de reconnaissance. Il existe déjà beaucoup de critères et de prérequis. C'est déjà compliqué en fait pour un PAT d'obtenir notamment le niveau 2 de reconnaissance. Ça nécessite quand même un engagement assez complet et assez significatif pour la collectivité. Et donc de rajouter un critère ou un prérequis sur la coopération internationale, ça nous semblerait plus contre-productif qu'autre chose en réalité. En revanche, on a, enfin oui, je vais dire c'est contre-productif parce que j'allais dire surtout on a un objectif. La stratégie nationale de l'alimentation, nutrition et climat qui va être publiée cet été, elle affiche un objectif clair, hein, de couverture du territoire à hauteur de 80 des PAT de niveau 2, donc si à l'horizon 2030. Si on veut atteindre cet objectif de 80 de couverture du territoire français, si on rajoute des critères supplémentaires dans la reconnaissance, ça va être, je pense, assez compliqué, sachant qu'aujourd'hui, quand même, on a, selon les différents retours qu'on a, c'est quand même pas facile aujourd'hui pour les PAT. Néanmoins, tout à l'heure, on en a un peu parlé, hein, c'est la plateforme France PAT, sur laquelle il existe beaucoup d'outils et il est possible de partager en fait ces outils, ces méthodes, les livrables qu'on a réalisés et puis de valoriser les projets.
Donc je pense qu'il faut se servir en fait de cet outil qui est très bien fait, mais Floriane pourra peut-être davantage expliquer. Mais voilà, je pense qu'on peut se servir de cet outil pour justement valoriser et tout ce dispositif et tous ces projets qui sont faits pour l'international. Merci. Est-ce que Florian, tu veux compléter sur le rôle de la plateforme France PAT pour intégrer davantage peut-être la dimension internationale? Oui, sans promesse, mais dans une forme d'idéation, puisque la forme contractuelle va changer. L'animation du réseau national des pâtes va basculer vers un appel d'offres, et donc on ne sait pas qui l'animera demain, à partir de cet été. Il y a plusieurs vecteurs. Effectivement, du point de vue de la labellisation, elle est déjà complexe, donc en faire un facteur obligatoire, je rejoins Véronique, n'est pas nécessairement opportun. En revanche, notre politique de webinaire au sein de cette population des porteurs et porteuses de pâtes me semble utile. On parlait des moments d'échange et des temps de rencontre qui sont opportuns. Pourquoi pas consacrer à la question de la coopération décentralisée un des ateliers d'un prochain Carrefour des PAT. Ça peut être quelque chose qui peut être mis en réflexion. Et enfin, c'est une possibilité et pas une promesse, la manière dont va s'organiser le réseau national des PAT dans les mois prochains inclura la possibilité de mettre à disposition des kits pour permettre d'aider les territoires à aller vers des nouveaux sujets. Des kits qui, dans notre jargon interne entre le MASA et nous, s'appellent kits de base ou kits avancés. Et donc, il serait possible peut-être, si on le souhaitait, qu'un kit soit mis à la disposition des réseaux régionaux pour populariser eux-mêmes à une échelle plus rapprochée. Et j'insiste encore sur le fait que plus on est sur une échelle rapprochée, plus il y a une implication et une prise en considération par les acteurs, que ce kit de bonnes pratiques puisse donner envie aux acteurs de déployer des coopérations décentralisées. Et je conclurai en disant que parfois, nos dispositifs, même si on a un radar qui tourne fortement, ne captent pas toutes les envies de coopération. Dans le précédent webinaire, le coprésident de Terres en Ville, Laurent Duval, qui est VP de Lorient Aglo, évoquait des coopérations, un voyage d'études qu'ils ont fait dans une localité sénégalaise qui s'appelle Cœur Moussa, où finalement, entre la culture du millet là-bas et la culture des céréales, s'est fait jour la possibilité d'une coopération sur la transformation, et notamment la transformation d'une matière première en pâte, donc pâte alimentaire, avec une coopération possible avec un artisan pâtier du territoire de Lorient Aglo. Et donc, plus on est proche des acteurs, plus on découvre des possibilités de coopération qui sont déjà engagées. Voilà, donc la conclusion, c'est parlons-nous et travaillons d'échelle locale à échelle locale. Merci à toutes et tous et merci à nos panélistes d'avoir joué le jeu sur cette table ronde et d'avoir répondu à des questions et notamment de questions sur des outils pour la suite. On sait que c'était pas évident. Pour ceux qui ont encore des questions, vous pouvez nous les adresser par mail et sinon je vais laisser Louison vous annoncer les prochaines étapes. Merci encore. Merci en effet beaucoup pour vos interventions. Et donc, la suite de ce travail, là, il y a eu donc ces 3 webinaires. On a la chance du coup d'intervenir à l'occasion des rencontres internationales de Cité Unie France qui auront lieu le 4 juillet à Paris, donc, qui est ouverte bien sûr aux membres de Cité Unie France, donc dans l'objectif de poursuivre un peu ce dialogue sur la coopération internationale sur les sujets agricoles et alimentaires. Et cette étude sera donc finalisée ensuite pendant l'été et vous serez bien sûr informé de sa diffusion puisque au travers de votre inscription à ce webinaire, on a pu collecter vos adresses email, donc vous faites partie de cette liste. Donc on comptera sur vous ensuite pour bien sûr diffuser ces travaux. Merci encore à toutes et tous pour votre participation et bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Bon appétit. Au revoir. Au revoir, merci.